Salut à tous chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette émission Entre deux consacrée entièrement au basket féminin. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est consacré entièrement à l'Eurobasket féminin qui vient de se terminer, donc qui s'est terminé hier dimanche au moment où je tourne cette émission. Je tourne cette émission tous les lundis. Donc l'Eurobasket féminin qui s'est terminé hier dimanche et donc au menu, cela ne concerne que l'Eurobasket ou des sujets à propos de l'Eurobasket. Donc, la semaine dernière, on avait fait le premier tour. Qu'est-ce qui s'était passé lors des phases de groupe? Aujourd'hui, on va s'occuper voilà, de la phase finale, donc l'épilogue. Le roi Lucas Mondello, entraîneur de l'équipe d'Espagne, on fera un petit bilan de son passage avec l'équipe d'Espagne qui est assez extraordinaire. On va parler aussi des stars de l'Euro, les performances individuelles des joueuses de l'Euro, les joueuses au niveau international. Un petit bilan de la France quand même, s'impose. On va parler de la France donc, qui a échoué sur la dernière marche, qui a empoché donc une médaille d'argent, encore une fois, la 4e consécutive dans l'Eurobasket, ce qui est aussi une belle performance, il faut le souligner. Et bien entendu, on parlera aussi de Valérie Garnier, la coach de l'équipe de France, et des quelques questions que moi j'ai à vous poser autour de l'équipe de France et de Valérie Garnier. Allez, je vais aussi préciser comme d'habitude, cette vidéo entre deux, c'est tous les lundis à 19h, c'est diffusé sur la chaîne YouTube WeBasket TV, sur la page Facebook de WeBasket TV, c'est diffusé également sur le site internet www.webasket.tv et c'est diffusé sur la page Pro-Am Media, la page Facebook de Pro-Am Media. Donc, merci à tous d'être là. C'est parti. On commence avec le tout premier sujet qui est l'épilogue de l'Eurobasket. Allez, on va retracer tout ce qui s'est passé cette semaine à l'Eurobasket. Ça avait commencé par ici en bas. Je vais me mettre ici, voilà, vous voyez, ici en bas, c'était les matchs de barrage ou qu'on pouvait assimiler à des huitièmes de finale, en fait, pour pouvoir se qualifier au quart de finale. Ça concernait uniquement les équipes qui avaient fini 2e et 3e de chaque groupe. Donc la Suède a battu la Lettonie, donc c'était en Lettonie, co-organisateur de la compétition. La Grande-Bretagne a battu le Monténégro, la Belgique a battu la Slovénie. Donc là, c'était uniquement des 2e de groupe qui ont battu des 3e de groupe, et la Russie a inversé la tendance puisqu'elle a battu l'Italie. Donc la Russie avait fini 3e de son groupe, le groupe de la mort, le groupe D, rappelez-vous, avec la Serbie et la Belgique notamment. Et donc ça prouve à quel point ce groupe D était relevé, puisque voilà, le 3e de groupe bat le 2e d'un groupe conjoint. Ou plutôt d'un groupe joint, enfin à côté. En quart de finale. Alors en quart de finale, nous avions Hongrie-Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne a battu la Hongrie. Donc la Hongrie qui avait terminé première de son groupe a été battue par la Grande-Bretagne, vous voyez, de 3 points uniquement quand même, c'était assez serré. L'Espagne, elle a battu la Russie. La France a battu la Belgique dans un match épique qui s'est joué en prolongation, un match très très serré. Oui, la Belgique était dans le groupe de la mort, comme je l'ai dit tout à l'heure. La Belgique, effectivement, n'a donc pas terminé première de son groupe, mais c'était quand même une des toutes meilleures équipes du tournoi. On a pu le voir notamment lors de ce match. Ensuite, la Serbie a battu largement la Suède, 87-49. Là, vraiment, les Suédois se sont fait punir par la Serbie. Entre-temps, il y a eu des matchs de classement. C'était voilà, pour déterminer les équipes qui allaient participer au tournoi de qualification olympique. Sachant que les 4 équipes qui ont gagné, donc la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France et la Serbie, sont automatiquement qualifiées pour ce TQO. Restait 2 équipes à y mettre, et ce sont la Belgique et la Suède qui s'y sont qualifiées. Donc la Belgique a battu la Hongrie, et la Suède a battu la Russie. Donc ce sont les 2 équipes, en tout il y a donc 6 équipes qui vont au tournoi de qualification olympique pour donc les JO de Tokyo en 2020. En demi-finale, la France a battu la Grande-Bretagne 63-56 avec un match monumental de Sandrine Gruda, on s'en rappelle. Et l'Espagne a battu la Serbie dans une salle surchauffée. L'Espagne a eu des nerfs d'acier et a battu l'équipe serbe d'Anadabovic
sur le score de 71-66. Donc de là a découlé une petite finale pour déterminer la troisième place. C'est la Serbie qui l'a emporté assez largement devant la Grande-Bretagne qui était relativement épuisée par son énorme tournoi. Puis effectivement la Grande-Bretagne qui avait un effectif beaucoup moins profond que les autres, un 5 assez fort, avec notamment Joe Lidam et Temi Fagbenley. Donc, et puis aussi une shooteuse, Carrie Samuelson, qui était vraiment très 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 bonne. Donc vraiment très très forte joueuse, mais voilà, un manque de rotation évident pour continuer, voilà, pour aller très loin dans la compétition. En tout cas, elles ont fait une superbe compétition, les Britanniques, et donc on peut les féliciter pour ça. Et donc la finale s'est disputée entre la France et l'Espagne a mis 20 points à la France. Mais comme la dernière fois, un petit peu plus même. Et il n'y a pas eu vraiment de match. Donc on va même regarder ça tout de suite. Donc 80-66, il y a uniquement le troisième quart-temps où là les Françaises ont fait jeu égal en faisant 20 partout. Mais malheureusement c'était insuffisant. Les trois autres quart-temps ont été largement dominés par l'Espagne. Surtout le premier quart-temps, c'était une furia offensive avec justement l'apport de Marta Xargay qui a été énorme au shoot. Euh, je n'ai plus les pourcentages sous les yeux, mais elle a un pourcentage de shoot absolument énorme. Je crois qu'elle fait 3 sur 4 à 3 points, même d'ailleurs. Je crois qu'elle est à 75% à 3 points. Au niveau de l'adresse, on voit vraiment que l'Espagne a été supérieure, que ce soit à 2 points, à 3 points ou au lancer franc. Vous voyez, 56-52 à 2 points, 39-27 à 3 points. Et au lancer franc, là, même au lancer franc, l'équipe de France, alors que l'Espagne, c'était pas complètement dingue, hein, c'était 68% au lancer franc, mais la France a réussi à faire moins bien. Au niveau des passes décisives, finalement, ça s'équilibre pas mal, alors que vraiment sur le rendu visuel du match, il y avait quelque chose de frappant, c'était tous ces mouvements des Espagnols, notamment en attaque. Elles étaient capables de beaucoup bouger, de faire à la fois des attaques rapides, mais aussi à la fois des attaques placées, avec beaucoup de mouvements et beaucoup de passes. Ça se passait très très bien la balle du côté espagnol. Ça, effectivement, c'est très dur de défendre quand on a une équipe comme ça qui, même au niveau de l'attaque, on voyait vraiment que tactiquement, les filles se connaissaient très très bien au niveau de l'Espagne. Je pense vraiment que c'était quelque chose de déterminant. Cette équipe se connaît très très bien. C'est une génération de joueuses entières, voilà, qui jouent ensemble depuis 4-5 ans minimum, hein, même plus. Ce sont des joueuses qui sont à maturité, qui sont des grands clubs. On va en parler un tout petit peu après. Mais on a vraiment vu la supériorité de l'Espagne au niveau collectif, mais sans oublier qu'il y avait vraiment des joueuses qui sont très très fortes individuellement. Donc l'alliage des deux. Je retourne sur le tableau. On voit qu'au niveau des rebonds, là, c'était un petit peu le péché mignon de l'équipe de France sur tout ce début de tournoi. Bah, là, elles ont pris 12 rebonds de plus, les Espagnols. Au niveau des balles perdues, c'est à peu près équivalent. Et tiens, d'ailleurs, la stat y est 2 fois. Au niveau des contres, alors là, oui, 5 contre à 1. Et puis au niveau des interceptions, c'était un petit peu la même chose. On voit quand même qu'il y a eu une grosse performance de Marta Xargay, 23 points, 3 rebonds, 4 passes décisives, une interception, un contre. Elle est présente en plus sur toutes les lignes. Comme je vous l'ai dit, avec des taux de réussite absolument incroyables. Grosse performance encore une fois de Sandrine Gruda. Donc 21 d'évaluation, 18 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, une interception. Et Sandrine Gruda qui en plus a relativement étouffé Astundur en attaque. Astundur qui est devenu MVP, on va le voir tout à l'heure, de la compétition, meilleure joueuse de la compétition. Ben, lors de cette finale, elle a été étouffée par Sandrine Gruda et les autres joueuses aussi, puisque la défense c'est pas forcément du 1 contre 1. Dans le secteur intérieur, si on peut trouver une satisfaction à ce match et à l'ensemble finalement du tournoi, c'est dans le secteur intérieur, au niveau défensif, la France a été très forte. Malheureusement, là, on a explosé complètement sur l'extérieur, sur les extérieurs. Je vais vous montrer d'autres petites stats concernant ce match. Déjà, le tableau qui fait mal, c'est l'évolution du score. Donc sur la gauche, vous voyez l'évolution du score. Voilà, on a été devant au début. Une seule fois, en fait. À 2-0, je pense.
Je pense qu'on a été devant à 2-0, puisque je crois que c'est l'équipe de France qui marque les premiers points. Et regardez les stats, 18 points sur balle perdue. En fait, les stats avancées, elles sont entièrement à l'avantage de l'équipe d'Espagne. 12 points en contre-attaque contre 10, bon ça c'est assez léger. 12 points sur deuxième chance, hein, ça c'est les rebonds offensifs. Donc c'était le péché mignon de l'équipe de France pendant tout le tournoi. C'est vraiment une passivité pour défendre son rebond défensif. Et donc on accorde trop de rebonds offensifs. Alors voilà, je vous ai parlé du fait qu'au niveau intérieur, on avait su cadenasser les attaques intérieures adverses. N'empêche qu'à la bataille du rebond, ça se passe plutôt à l'intérieur en général, même si parfois il y a vraiment des rebonds qui rebondissent très loin à l'extérieur. Ça, on ne peut pas dire que c'est un problème d'engagement ou de compétence, c'est vraiment du hasard. Mais grosso modo, sur un match, ces cas-là sont relativement marginaux. Et donc, là, voilà, 12 points sur deuxième chance contre 5. Les points dans la raquette, vous voyez, ça a été équilibré finalement. Le secteur intérieur, autant effectivement on a pu contenir un tout petit peu Astundur, mais les Espagnols ont réussi aussi à contenir notre secteur intérieur en attaque. Et les points du banc, alors là, énorme différence. 35 points qui vient du banc de l'Espagne et 19 points qui vient du banc de la France. Là, c'est le double. Voilà, c'est quasiment le double. Ce serait 19-38. Voilà, 3 points près, c'est le double. Là, vraiment, je pense que ça a été un aspect déterminant de cette finale. Quand on a vu le début de match, c'était un début de match un peu fou, mais sincèrement, ça faisait 32-21, donc il y avait 9 points de retard. J'étais pas spécialement inquiet. C'était inquiétant de voir Marta Xargay prendre feu. C'était inquiétant de voir l'Espagne scorer beaucoup. Mais je me disais que c'était jouable de regrappiller un petit peu de points tout au long du match et que ce rythme très élevé n'était pas forcément, pour moi, c'était pas forcément un désavantage pour la France, puisque la France est une équipe relativement athlétique, qui court beaucoup, qui saute beaucoup. Si le match est plus physique et plus rythmé, est-ce que c'est forcément moins bon pour la France? On a vu que vu le physique des Espagnols qui est très léger en fait en général, même leurs intérieurs sont assez minces, voilà, elles sont élancées, les extérieurs courent beaucoup, c'est quand même un jeu pour eux. En tout cas, voilà, la conclusion de cet Euro, c'est que l'Espagne est sur le trône, et donc, voilà, vous voyez l'Espagne, et donc il y a un roi. Le roi de cette Espagne, c'est Lucas Mondelo, l'entraîneur. Je vais vous faire un petit focus sur le parcours de Lucas Mondelo depuis son arrivée à la tête de l'équipe d'Espagne. Alors regardez-moi ça. Lucas Mondelo est arrivé à la tête de l'équipe d'Espagne en 2012. Donc juste après les JO de Rio, qui était un relatif échec pour l'équipe d'Espagne. Et depuis, c'est tout simplement 7 médailles consécutives en 7 compétitions. Ça fait 7 ans qu'il est là, il a pris 7 médailles. Il a commencé par un titre en France, rappelez-vous. Eurobasket 2013, finale France-Espagne, l'Espagne gagne d'1 point. L'Espagne gagne d'un seul point. La France finit deuxième de son Euro. Grosse déception pour la France, mais premier titre pour Lucas Mondelo au bout d'un an. Il arrive, il prend un titre. En 2014, il fait deuxième à la Coupe du Monde. Je vous dis pas derrière qui, hein, derrière les États-Unis. En 2015, il finit troisième à l'Eurobasket. Donc c'est la seule fois où il sera pas en finale. C'est la seule fois où il sera pas en finale de l'Eurobasket. Et quand il va en finale, il gagne. En 2016, deuxième au JO de Rio. Deuxième, derrière qui? Derrière les États-Unis. En 2017, premier à l'Eurobasket. Voilà, c'était il y a 2 ans. C'était finale à Prague, en République tchèque. Et on s'était pris, je ne me rappelle plus exactement de l'écart, mais entre 15 et 20 points d'écart. Donc là aussi, il n'y avait pas eu de match. Et là aussi, c'était contre la France. L'an dernier, en Espagne, ils finissent troisième de la Coupe du Monde. Donc, entre guillemets, ça peut être un petit peu un échec, mais bon, devant, c'est les États-Unis. Et puis l'Australie.
D'ailleurs, je ne me souviens pas si l'Espagne s'était fait éliminer par l'Australie ou les États-Unis en demi-finale. Quand il y a les États-Unis, hein, finir deuxième ou troisième, c'est juste savoir si on les a rencontrés en demi ou si on les a rencontrés en finale. Donc finir deuxième ou troisième, la deuxième ou la troisième place. De toute façon, dans des tableaux comme ça, où vous partez chacun de votre côté, euh, comme là cette année, la Serbie est des médailles de bronze, mais elle a perdu contre l'Espagne. Tout le monde a perdu contre l'Espagne, donc, y compris la France. Est-ce que la Serbie est troisième et la France est deuxième? Si on avait inversé les tableaux, hein, si la Serbie était du côté avait eu joué contre la Grande-Bretagne en demi-finale et puis la France avait joué contre l'Espagne en demi-finale, il est fort à parier que les deux places auraient été inversées. Donc c'est aussi une histoire de tableau. Donc deuxième ou troisième, la place la plus importante c'est premier. Finir avec une médaille d'argent, avec une médaille de bronze, moi je considère dans des tournois comme ça où vraiment on a des tableaux qui sont distincts, là c'est vraiment, ouais, c'est relativement équivalent. Donc voilà, voilà le tableau Lucas Mondello, le roi Lucas Mondello, qui était l'entraîneur de course que jusqu'à cette année. Et l'année prochaine, il s'en va au Toyota Antelope. Alors c'est à la surprise générale, puisqu'il s'en va dans le championnat japonais, qui est ni connu pour être compétitif sportivement, ni économiquement, mais peut-être qu'il va avoir plein de Toyota en nature, je sais pas, il va peut-être pouvoir ouvrir une franchise de Toyota en Espagne, je ne sais pas. C'est vraiment un mystère que ce coach de très 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 haut niveau quitte l'Europe, n'aille pas. À la limite, il serait allé en Chine. On sait que la Chine, c'est vraiment très très. C'est en gros gros développement en ce moment au niveau du basket, que ce soit masculin ou féminin. C'est vraiment une destination où il y a beaucoup d'argent, où il y a beaucoup de. Voilà, du coup aussi il y a beaucoup d'adversité, puisqu'il y a beaucoup de monde qui y va. Donc c'est un challenge intéressant. Le Japon, un petit peu plus surprenant. Allez, on va passer aux stats, aux stars de l'euro. Donc on va parler des stats individuelles et puis des grandes dames de cet euro, les joueuses. Alors, ce sera sur ce hop tac les stars de l'euro. Allez, un petit point sur les statistiques d'abord. Les leaders individuels sur le plan statistique, j'avais fait un point déjà la semaine dernière après les phases de groupe. Là, forcément, il y a des équipes qui se sont arrêtées en route et d'autres qui ont continué. Il n'en demeure pas moins que les meilleures joueuses au niveau de l'évaluation sont Emma Messman, Temi Fagbenle et Sandrine Gruda. Les meilleures marqueuses de cette compétition en moyenne de points par match sont Temi Fagbenle, Elina Dikayulaku et Emma Messman. Ah, j'ai un truc pour dire Dikayulaku. C'est le nom que tout le monde sait. C'est Elina Babkina qui s'est mariée au coach grec Dikayulakos, je crois, et donc il s'appelle maintenant Dikayulaku. Et ben Dikayou. C'est voilà, Dikayou et Lakou. Et voilà. On dit quoi? On dit caillou, on dit caillou, Dikayou, Lakou. Voilà. Petit truc mémotechnique qui ne servira plus à rien parce que on va peut-être plus en entendre parler. Bon, on va la revoir à l'Euroleague. On va la revoir à l'Euroleague, elle sera, je pense, encore à Polkovice. Donc on reverra cette joueuse. Petite parenthèse. Emma Messman, troisième meilleure marqueuse avec 19,8 points de moyenne. Donc vous avez des joueuses qui tournent autour des 20 points de moyenne. Au niveau des rebonds, Amanda Zawi, l'intérieur de la Suède et du New York Liberty, Maria Vadejeva, Astundur, et au niveau des passes, Nika Baric de la Slovénie, Olivia Epupa et Mujovic, je ne me rappelle plus de son prénom. Je vous ai mis aussi les interceptions. D'ailleurs, c'est une catégorie où on retrouve Olivia Epupa, qui est deuxième interceptrice. Donc vous voyez, derrière Johanna Lidam, ancienne joueuse de Bourges et de Villeneuve d'Ascq notamment, qui était à Polkovice cette saison. Donc là, la Britannique qui a volé 3,4 ballons en moyenne, 2,7 pour Olivia Epupa, et Glory Johnson, la monténégrine, 2,3 stealth, c'est-à-dire vol et donc interception en moyenne. Au niveau des contres, Milica Jovanovic 2 contres par match, Amanda Zawi 1,8 contres par match et Bernadette Attar, la hongroise, 1,6 contres par match. Voici le palmarès du 5 majeur et de la MVP.
Le 5 majeur, c'est donc Astundur, Sandrine Gruda, Temi Fakbenlé, Marta Kchargay qui a été MVP de la finale, et Sonia Petrovic, puisque il fallait quand même mettre une Serbe, qui a fait qui a été MVP de la finale pour la 3e place. On voit vraiment que dans le 5 majeur, en fait, on a 3 intérieurs. Mais c'était vraiment, vraiment. On peut remontrer d'ailleurs, hein, je vais vous remontrer. Regardez, Emma Messman intérieur, Temi Fakbenlé intérieur, Sandrine Gruda aussi. On a Amanda Zahui qui est ici, donc forcément dans les rebonds c'est normal. Dans les points, voilà, on a encore Emma Messman, encore Temi Fakbenlé. Alors peut-être qu'Olivia Epoupa, c'est un 5 majeur où il n'y a pas de meneuse. Hein. Je pense que la meilleure meneuse du tournoi c'était Olivia Epoupa. Mais voilà, il faut en trouver un petit peu pour tout le monde. En tout cas, la MVP incontestée, c'est Astundur, même si, on voit que sur la finale, là, je ne sais pas, j'espère que vous voyez les stats. En tout cas, si vous êtes sur mobile, ça va être compliqué. Si vous êtes sur ordinateur, ce sera mieux. Sinon, je vais le dire oralement. Vous voyez, ça, c'est la finale contre la France, qui est ici. C'est la 2e ligne. Là, on a la demi-finale face à la Serbie. Et en fait, Astundur, elle a marqué que 4 points contre la France. Là où elle marquait une vingtaine de points par match. D'ailleurs, son ratio par match est tombé à 14,8. Là où en fait elle était plutôt 17, entre 17 et 20 points. Vous voyez, ici elle avait marqué 17 points lors de la demi-finale. Elle a quand même été, contre l'équipe de France, elle a quand même été très active au niveau des interceptions. 3 interceptions, des contres, 2 contres. Et elle a pris quand même quelques rebonds, 4 rebonds. Elle a joué assez peu dans cette finale parce qu'elle était vite à 4 fautes, ce qui aurait pu être un vrai avantage pour l'équipe de France, mais on s'est tellement fait déglinguer au niveau du jeu extérieur que finalement cet avantage n'a pas suffi. Je vous laisse découvrir ses statistiques, notamment moyennes. Donc elle a joué en moyenne 26 minutes par match. Et elle a capté 8,2 rebonds en moyenne, 1,3 interceptions, 1,2 contre et 14,8 points de moyenne. En fait, elle a été quasiment MVP de tous les matchs. En fait, je me demande si elle n'a pas été MVP de tous les matchs de l'équipe d'Espagne, sauf la finale. Ce qui semble quand même logique de la récompenser avec un titre d'MVP. Donc, le sujet suivant, c'est la France, le bilan. Donc, en tout cas, félicitations aux Espagnols. On n'adore pas se faire battre par l'Espagne, surtout que ça arrive trop souvent en fait. Ça le problème, c'est que ça arrive trop souvent, autant chez les garçons que chez les filles. On a vraiment un duel France-Espagne au niveau européen. Depuis une quinzaine d'années, il y a vraiment 2 écoles de basket, la France, l'Espagne. L'Espagne nous bat un peu plus souvent, alors surtout chez les filles. Hein. Chez les garçons, il y a quand même la génération Tony Parker qui a un peu rééquilibré les choses en les battant 2 fois sur les tournois majeurs. Mais l'Espagne, c'est quand même une grande nation de basket. Donc il faut leur rendre hommage. Et chez les filles, ils ont vraiment une génération en or avec un coach très très compétent qui est reconnu comme l'un des meilleurs coachs d'Europe, voire du monde. Hein, en tout cas sur la sphère basket féminin. Donc il faut leur rendre hommage. Donc sujet suivant, la France. Allez, on va s'intéresser à la France. On a dit du bien de l'Espagne, ça suffit. Maintenant, on va pouvoir dire du mal de la France. Non, c'est pas vrai, on va pas dire que du mal. C'est quand même une médaille d'argent. C'est la 4e consécutive. C'est pas rien. Si on a un duel avec l'Espagne en permanence, si l'Espagne nous bat, oui, on est malheureux, n'empêche qu'à chaque fois, on est là. À chaque fois, l'équipe de France est là. Le basket féminin français est très fort. Le basket féminin français, l'équipe de France était annoncée comme grande favorite avant la compétition, avec des joueuses qui arrivent à maturité, avec la blessure d'Alba Torrens. Ça, je l'ai oublié de le signaler, mais cette équipe d'Espagne est championne sans Alba Torrens quand même. Mais derrière, il y a de grandes joueuses. Je ne vais pas faire le détail aujourd'hui, mais il y a toutes les joueuses quasiment, en tout cas toutes les joueuses du 5 majeur et les 3-4 premières joueuses du banc jouent dans des équipes d'Euroleague. Certaines jouent aussi en WNBA. Donc ce sont toutes des grandes joueuses. On a très peu vu Anna Cruz par exemple en finale. Elle n'a pas trop joué.
C'est plutôt la petite Dominguez qui a remplacé là, Palao. En fait, vous voyez, ces deux joueuses-là, Palao et Dominguez, sont deux joueuses du championnat espagnol. Mais ce sont voilà, des grandes joueuses. Donc Anna Cruz, qui était la meneuse de Kursk cette année. Voilà, c'est une combo, elle joue sur les postes 1-2, Anna Cruz. Euh, voilà, elle a très peu joué, donc c'est vraiment qu'il y a une grosse adversité dans cette équipe. Et aussi, beaucoup d'expérience, des joueuses qui se connaissent bien, et justement, c'est un des points que j'aborde. Alors avant toute chose, pour l'équipe de France, vraiment, je veux rendre hommage à deux joueuses qui ont été énormes. Ça, il faut vraiment le souligner. Avant de penser à des choses négatives, il faut vraiment... Vraiment, on avait deux patronnes sur le terrain. D'abord Sandrine Gruda. Sandrine Gruda, alors je sais pas si on l'avait perdue, mais on a retrouvé Sandrine Gruda à un niveau stratosphérique. Je pense sincèrement, ok, Astundur a gagné avec l'équipe d'Espagne, Astundur a eu le titre d'MVP. Si la France gagnait, mais tous les jours, c'était Sandrine Gruda qui avait le titre. Je rappelle, en match de poule, elle a éteint Glory Johnson. Glory Johnson a marqué 0 points. Le match d'après, Glory Johnson, face à la République tchèque, je pense qu'elle met 28 points. De mémoire, je crois qu'elle met 28 points. Elle est joueuse à l'intérieur, américaine, dominante, qui dunk à l'échauffement. Très grosse joueuse. 0 points face à Sandrine Gruda. Contre Amanda Zawi. Amanda Zawi, elle s'en sort pas mal, elle marque une dizaine de points, mais par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, elle a été largement voilà, diminuée dans son impact offensif. En quart de finale, on joue la Grande-Bretagne. De qui? De Temi Fagbenley, intérieure dominante, qui fait partie, qui est tout simplement la meilleure marqueuse avec 20,9 points de 7 euros. Et là encore, diminuer l'impact offensif de Temi Fagbenley. En face, il y avait Sandrine Gruda. Et en finale, non, j'ai oublié, j'ai dit quart de finale Grande-Bretagne, c'est demi-finale Grande-Bretagne. Mais avant la Grande-Bretagne, il y avait Emma Messman. Emma Messman, l'une des meilleures joueuses du tournoi, on l'a vu parmi les meilleures évaluations, à l'intérieur, hyper dominante, meilleure marqueuse de l'équipe de Belgique, même chose, diminuée au niveau impact offensif. Le match où elle a marqué le moins de points, c'est contre la France, c'est contre Sandrine Gruda. Donc Sandrine Gruda, défensivement, c'était vraiment un euro des intérieurs. Il y avait des super grandes intérieures, je l'ai dit tout à l'heure. Et bien, à chaque fois qu'une intérieure dominante a joué face à Sandrine Gruda, elle a fait son moins bon match offensif du tournoi. Y compris Astundur en finale. Astundur en finale qui marque que 4 points. Là où d'habitude elle met 20 points. Donc Sandrine Gruda a été énorme en défense. Et en plus en attaque, elle a été vraiment très précieuse aussi. Donc grosse satisfaction de l'Euro de Sandrine Gruda qui a été à la fois qui a été vraiment la leader, je trouve, de cette équipe en fait, qui a vraiment emmené quand vous avez une équipe comme ça qui est dominante en défense et en attaque, eh bien vous portez une équipe. Et l'autre joueuse qui est leader aussi de par sa position également, c'est vraiment Olivier Poupa, qui a été un poison, qui a été tout simplement dans le classement des meilleures passeuses, dans le classement des meilleures interceptrices, qui est toujours aussi placé pour prendre des rebonds défensifs, qui saute à une hauteur incroyable, qui est capable de sauter aussi haut que des filles qui font 20 ou 30 cm de plus qu'elle. Dans l'activité, elle a été énorme, et même en plus, même sur ces points négatifs, sur ces points faibles qui sont l'adresse, et notamment l'adresse à distance, elle a été très bonne. Elle a été bien meilleure que d'habitude, elle a été... voilà, au niveau je sais plus, je pense que c'est... Il y a un match où elle fait un 2 sur 3 à 3 points. Voilà, elle a été ouverte, elle prend les shoots à 3 points. Le seul point qui est un peu négatif avec Olivier Poupa, c'est qu'elle va tellement vite, et parfois elle va plus vite que ses adversaires, et parfois elle se retrouve sous le panier, un petit peu toute seule, et elle est obligée de terminer, et c'est souvent difficile. Et là, parfois, elle en met un peu trop, et donc elle a un taux de réussite sous le panier qui est un peu faible. Je pense que c'est peut-être le dernier point qu'elle a à travailler. Elle a l'air vraiment d'avoir progressé au niveau de l'adresse à distance, à mi-distance ou à 3 points. Si en plus elle pourrait être encore un peu plus à droite,
proches du panier, un petit peu plus fines. Alors c'est plus difficile, hein, les plus basses, les plus basses, elle est plus loin du panier qu'une joueuse d'1m80 ou 1m90. Hein. Là, c'est plus facile de finir quand on est grand. Donc à elle peut-être de trouver les bons appuis, les bons derniers appuis pour se rapprocher le plus possible du panier, pour, euh, pour avoir vraiment cette finition sous le panier, et puis elle sera encore plus forte au scoring. Olivia Epoupa n'a que 25 ans. Le niveau qu'elle a sur cet Euro à 25 ans est très très prometteur. Franchement, ce sera probablement la meneuse de l'équipe de France pendant des années. Et il y a eu aussi des joueuses décevantes. Tiens d'ailleurs, dites-moi un petit peu, oui aussi dans les commentaires, dites-moi quelles sont les joueuses de l'équipe de France qui vous ont vraiment convaincu, voilà, qui vous ont surpris par leur niveau, par leur bon niveau, et aussi les joueuses qui vous ont un petit peu déçu. Moi je vais juste citer deux joueuses. C'est Marine Johannes bien entendu, et ça je pense que tout le monde sera d'accord. Marine Johannes nous a fait une super demi-finale contre la Grande-Bretagne. C'était du grand Johannes, c'était du Magic Johannes. Vraiment superbe. Enfin, que dire devant des prestations comme ça. Formidable. Mais le problème c'est que c'est le seul match. C'est le seul match où elle a été formidable. Dans cette finale, il lui a manqué l'adresse. Je trouve qu'elle ne fait pas une mauvaise finale au niveau de l'implication, au niveau des intentions aussi, au niveau défensif. Elle a tendance peut-être un petit peu à baisser la tête, mais bon, en fin de match, le match était quand même vachement perdu. Hein. Donc on voit des attitudes de Marie Johannes qui est déçue. Ce qui lui a manqué dans ce match, c'est peut-être de rentrer quelques paniers. Allez, dans la première mi-temps. Pas forcément dans le premier quart-temps, mais dans la première mi-temps, marquer un peu plus de paniers. Elle finit avec une adresse famélique. Voilà, à moins de 20% à 3 points et à moins de 30% à 2 points. Donc ou à 35% je crois à 2 points. Donc voilà, on peut pas faire un bon match avec des taux de réussite comme ça. C'est dommage, c'est dommage. Peut-être que le match aurait tourné un petit peu différemment. Autre regret, vraiment, autre point négatif, c'est vraiment la finale. Bon, malheureusement, c'est un peu le dernier truc sur lequel on va rester. On a vraiment l'impression que l'équipe de France n'a pas joué à son niveau lors de cette finale. Hormis peut-être les deux joueuses, encore une fois, hein, Sandrine Voda, Olivia Epoupa, je pense vraiment qu'elles ont fait une très bonne finale. Il y a un quatrième point, c'est ni négatif ni positif, c'est au jugé. Il faut quand même pas oublier que l'équipe de France a 24 ans de moyenne d'âge, et regardez l'équipe d'Espagne, c'est 29 ans. Et je vous invite à aller voir en détail voilà, les âges des joueuses de l'équipe d'Espagne. Mais en tout cas les joueuses les plus importantes, elles ont plus de 30 ans. Hein. C'est des trentenaires, c'est vraiment une équipe de trentenaires. Ça peut expliquer cette domination. Déjà au niveau mental, vous savez que des filles de 30 ans, ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer, elles ont toutes de l'expérience, comme je l'ai dit, elles jouent à très haut niveau. Mine de rien, eh bien, elles avaient déjà gagné l'Euro d'avant. Dans les compétitions, elles sont toujours placées. Elles ont des médailles depuis 7 ans. Ça fait 7 ans qu'elles ont des médailles. Alors le coach a les médailles, les joueuses aussi. Hein. Les joueuses, il y a un tempérament, il y a une expérience du haut niveau, du très haut niveau. Cette équipe d'Espagne est à l'expérience au très haut niveau. Il y a un commentateur, je ne sais plus qui avait dit que les Espagnols c'était par série. Bah oui, les Espagnols quand ils ont une génération, comparativement au foot qui a dominé les années 2000-2010 avec les Xavi, Iniesta à la baguette de l'équipe espagnole de foot, et bien là on a un peu le même genre. Voilà, c'est les Palao, Cruz, Xargay et Torrens qui n'étaient pas là. Donc voilà, ça c'est une génération de trentenaires qui maintenant a 30 ans mais qui avait déjà gagné plus jeune et qui domine, qui roule sur l'Europe du basket féminin en tout cas. Donc, est-ce que l'équipe de France n'était pas un petit peu trop jeune? Alors, à savoir si cette ossature va continuer plus tard. Là, à ce moment-là, les filles, elles auront toutes un an de plus. Donc, à voir. C'est la question que je vous pose. La question que je vous pose en commentaire. D'après vous, cette équipe est-elle trop jeune? Enfin, trop jeune, pas pour être finaliste, puisqu'on est finaliste, mais trop jeune pour gagner. Voilà, trop jeune pour avoir le supplément peut-être mental. Peut-être physique et technique. Hein. Franchement, quand on a 30 ans,
techniquement, on a fait, on a fait 50 plus de basket que quand on a 25 ans. Quand on a 30 ans, physiquement, on est peut-être un petit peu plus solide aussi que quand on a 20-22 ans. Dans l'équipe de France, il y avait quand même des filles de 17, 18 ans, 20 ans. Alors, elles ont été bonnes, hein, elles ont fait leur match. Maintenant, sur le très très haut niveau sur la finale, elles ne jouent pas. Enfin, voilà, ou même quand, sur le quart de finale, face à la Belgique, le match le plus disputé pour la France, en fait. Le match le plus tendu de ce tournoi, c'était contre la Belgique. On va en prolongation, c'était le plus disputé. Soit on a gagné assez facilement, soit on a perdu largement face à l'Espagne. Sur ce match, Marine Fautou, Iliana Rupert, Ornella Bancolé, 0 minutes. 0 minutes de jeu. Donc ok, sur tout le reste, sur des matchs un petit peu disputés, elles ont joué. Là, en finale, Marine Fautou rentre, je crois, à 5 minutes de la fin. Iliana Rupert rentre à peut-être 2 minutes de la fin. Ornella Bancolé est rentrée un petit peu avant, notamment pour les aspects défensifs, pour contenir un petit peu Marta Khargay, ce qu'elle a fait un petit peu. Mais donc voilà, est-ce que cette équipe n'est pas un petit peu trop jeune, et notamment au niveau des remplaçantes, parce qu'au niveau des titulaires, quand on voit le 5 majeur, hein, c'est Olivia Epupa, c'est le 5 qui a débuté contre l'Espagne, Olivia Epupa, Marine Johannes, Valeria Nayayi, donc 25 ans et 25 ans, les 3 ont 25 ans. Ensuite Andy Miem et Sandrine Gruda, qui ont une trentaine d'années. Donc voilà, ça, sincèrement, c'est un 5 qui tient la route. Mais ensuite, quand ça commence à venir sur le banc, là, effectivement, ça se rajeunit énormément. Et on l'a vu tout à l'heure, la différence entre les deux bancs. C'est-à-dire que du côté de l'Espagne, quand on fait rentrer une fille, elle a 30 ans. Hein. Voilà, petite question. Est-ce que cette équipe n'était pas trop jeune, en tout cas, pour gagner ce titre-là? Et donc, on va passer à la dernière partie, qui concerne Valérie Garnier. Je me suis baladé sur les réseaux sociaux pendant tout le tournoi, et notamment à la fin. Et oui, Valérie Garnier est remise en question par beaucoup de fans de basket féminin, qui regrettent plusieurs choses. Qui regrettent justement le côté, la sélection qu'elle a faite, et qui est aussi en allant chercher des très jeunes. Sincèrement, je n'ai vu personne dire que c'était... Alors, à part les commentateurs à la télé, j'ai vu... Si, les commentateurs à la télé disent c'est bien pour l'avenir. J'ai vu que le président Jean-Pierre Suta avait fait un commentaire en disant que cette médaille d'argent était bien pour l'avenir. Et en fait, on parle de l'avenir tout le temps. Et donc, le côté jeunesse, est-ce que c'est vraiment un choix si judicieux de faire appel à des jeunes très tôt en équipe de France? Je vous pose la question. Et il y a plusieurs questions. Allez, c'est parti, on y va. Petit bilan, Valérie Garnier. Bon, Valérie Garnier est arrivée à la tête de l'équipe de France en 2014. Depuis, c'est 3 médailles sur 6 ans. Alors, sa toute première compétition, c'était la Coupe du Monde, elle a fini 7ème. Grosso modo, c'est la pire place qu'elle a occupée dans un tournoi final. Deuxième à l'Eurobasket 2015, quatrième au JO de Rio, voilà, vraiment éliminé en demi-finale, donc pas très loin, éliminé par l'Espagne. 2017, deuxième à l'Eurobasket, 2018, cinquième à la Coupe du Monde, éliminé par les Belges, on s'en rappelle, et en 2019, donc deuxième à l'Eurobasket, ça vient tout à fait de se terminer. Pour information, Valérie Garnier est sous contrat jusqu'en 2020, juste après les JO de Tokyo. Alors, je vous le demande, qu'en pensez-vous? Et pourquoi pas d'ailleurs? Pourquoi ne pas se poser la question? On se pose la question absolument partout et tout le temps. Faut-il remercier Valérie Garnier? Après 6 ans, voilà, 6 ans d'activité pour Valérie Garnier, enfin, voilà, 6 campagnes. Qu'en pensez-vous? Faut-il remercier Valérie Garnier? Est-ce que vous... Et d'ailleurs, la question peut être aussi, faut-il remercier Valérie Garnier maintenant et passer à autre chose? Le bilan n'est pas négatif. Quand on regarde le bilan, on ne peut pas dire que ce soit négatif, à part la toute première compétition qui était loupée, 7ème. Vous finissez 2ème à l'Eurobasket, vous finissez 4ème au JO, enfin c'est pas mal quoi. Ça arrive à des gens très bien, hein. Franchement c'est pas grave.
Vous finissez deuxième à l'Eurobasket, c'est encore bien. Là, cinquième à la Coupe du Monde, c'était peut-être un bilan un petit peu négatif, mais il faut se rappeler que c'est la première année sans Céline Dumerc. Quand vous perdez une joueuse de l'aura de Céline Dumerc, forcément vous perdez un peu. Enfin, ça me semble pas complètement illogique cette cinquième place. Est-ce qu'on méritait mieux? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Peut-être. Mais est-ce que c'est complètement illogique? Non. Et puis, il faut se dire aussi qu'on a peut-être rarement été aussi dominant grosso modo, en Europe, on est toujours parmi les trois. Entre l'Espagne, la Serbie et la France. Là, ça fait quelques années, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, c'est toujours ces mêmes trois nations-là qui sont dominantes. Alors malheureusement, on a perdu deux fois maintenant contre l'Espagne, en finale de l'Euro, puis une fois contre la Serbie. On perd en finale contre ces équipes-là. C'est un petit peu ça qui est dommage. Il n'y a pas de titre en fait. Donc allez-y, dites-moi. Et d'ailleurs, on va terminer là-dessus. Je vais faire d'ailleurs un rappel de toutes les questions que je vous ai posées. Et je vais en rajouter une. La France peut-elle avoir des regrets par rapport, notamment, oui, par rapport à cette finale perdue? Est-ce que d'un côté, on peut se dire, on était vraiment tellement en dessous qu'il n'y a pas de regret à avoir? Ou est-ce que on peut avoir comme regret de ne pas avoir été un petit peu plus contender déjà? Moi, j'aurais été sincèrement satisfait avec une défaite. Une défaite, mais en étant proche des Espagnols. Voilà, comme les Belges, en fait, franchement, les Belges qui perdent en prolongation face à l'équipe de France peuvent sortir avec la tête haute. Enfin voilà, 84-80. Franchement, les Belges ont fait une belle compétition. Ça a été difficile en groupe, mais elles étaient dans un groupe difficile. Et puis en plus, elles perdent en quart de finale contre l'équipe de France de peu. Donc en ayant bien joué. Donc elles peuvent sortir la tête haute. Là, le regret vraiment avec l'équipe de France féminine de basket sur cette finale, c'est qu'il n'y a pas eu de match en finale. Ça, c'est dommage. On les aurait embêtés, on serait. Il y a un moment donné, je crois que c'est dans le troisième. Dans le troisième quart-temps, on revient à 10 points. On revient même, je crois, à 8 points. Là, qu'on aille au quatrième quart-temps, et puis après, on descend un petit peu à la fin du troisième. Elles reviennent en fin de troisième. Si on avait démarré le quatrième quart-temps à 10 points, c'était jouable. On aurait peut-être pu un petit peu venir les embêter. Et puis, avec un peu de chance, venir aller contester la gagne. Mais là, quasiment, c'est jamais arrivé du match. Sauf, on a mené 2-0. Voilà, les 2 premiers points. Donc ça, c'est peut-être un peu le regret. Dites-moi un peu votre sentiment. Cette équipe est-elle trop jeune? Là, dites-moi en commentaire, cette équipe est-elle trop jeune? Est-ce que vous trouvez qu'il aurait fallu faire des meilleurs choix, peut-être? Et là, on pense un peu aux absentes. Enfin voilà, Amel Boudera, bien entendu, tous les ans. Enfin, l'an dernier, elle faisait partie du groupe préparatoire. Là, elle n'était même pas dans le groupe préparatoire. Voilà, Amel Boudara, meneuse d'expérience, qui en plus, cette année, a fait l'Euroleague. Et puis, elle s'est bien débrouillée en Euroleague. Petite info, meilleure passeuse d'Euroleague. Amel Boudera, meilleure passeuse d'Euroleague. Il n'a pas du tout appelé. À la main. Qui d'autre? Oui, voilà, il y avait Ingrid Tancré qui avait été appelée dans le groupe. Et finalement, on a préféré Marine Fautou. Voilà, il y a des joueuses qui avaient plus d'expérience, qui auraient peut-être apporté quelque chose. Est-ce qu'une Ingrid Tancré aurait pas pu un peu mieux remplacer à un moment donné? J'ai rien contre Marine Fautou, mais à 17 ans, c'est pas possible. On peut pas être à 17 ans aussi fort mentalement, techniquement, physiquement, tactiquement que quand on a entre 25 et 30 ans. Quoi. Voilà, ça c'est une vraie question par rapport à ça. Troisième question, faut-il remercier Valérie Garnier, d'après vous, maintenant, dans un an? Et si oui, petite question bonus, si oui, donc, alors, 1. La France peut-elle avoir des regrets? Mettez-moi ça en commentaire. 2. Cette équipe est-elle trop jeune pour prétendre à gagner un titre majeur? 3. Faut-il, d'après vous, souhaitez-vous qu'on passe à un nouveau coach, à une nouvelle coach? Et 4. Qui, allez, je vous donne, bien entendu, c'est assez évident, je vous donne 2 catégories un petit peu de clients pour éventuellement remplacer Valérie Garnier. Alors, maintenant ou après 2020?
Valérie Demory. Valérie Demory, le coach qui gagne des titres. Voilà, qui a fait gagner des titres à Montpellier, qui arrive à Lyon et qui gagne des titres avec Lyon. Frédéric Dussart, qui a gagné des titres. Titres européens notamment. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de coachs français qui gagnent des titres européens. Il y a eu Valérie Garnier, avec Bourges. En 2015, c'est Villeneuve qui gagne, avec Frédéric Dussart à sa tête. En 2016, c'est Valérie Garnier qui gagne, avec Bourges, l'Eurocoupe. On parle de l'Eurocoupe. Ensuite, on a des coachs qui sont un petit peu moins sur les titres accumulés, mais qui font du bon boulot depuis des années. François Gomez, bien entendu, qui est coach de la Suède et qui fait du bon boulot. Enfin voilà, qui parfois, donc qui a été même en finale de championnat de France l'an dernier avec Tarbes, avec une équipe qui était absolument pas au niveau des gros du championnat. Et bien sûr, Romuald Arnaud, qui construit depuis des années avec Charleville. On a quand même, voilà, je vous ai dit 4 coachs, il peut y en avoir d'autres. On peut penser à des coachs d'ailleurs peut-être étrangers, pourquoi pas? Pourquoi en France on ne pourrait pas prendre des coachs étrangers? Le débat est ouvert, je vous laisse répondre. Je vous remercie de votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez des pouces bleus sur YouTube, mettez des likes sur Facebook. Et surtout, je vous attends sur les commentaires. Je pense que vraiment, il y a des gros débats. J'espère qu'on va avoir un débat assez intéressant à ce niveau-là. Je compte sur vous. N'oubliez pas d'aller télécharger notre vidéo, notre interview psychologique sur la personnalité des joueuses de Ligue féminine de basket, avec Amel Boudera, avec Alix Duché, avec Clarence Jaldi-Tabdi, Maud Médenou et Pauline Guittard. Vous avez la description sur la description, au-dessus ou en dessous, un lien sur lequel vous allez pouvoir retrouver cette super vidéo. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et vive le basket féminin. Ciao, ciao, ciao.